Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode des webinaires de l'EduLab TV. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire un chouette webinaire sur l'initiation au sketchnoting avec notre experte Paul André, qui aura l'occasion de se présenter après. Ce sera un petit peu plus cosy que d'habitude, on est une quarantaine. C'est un webinaire pour les enseignants du réseau catholique fondamental. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes une petite quarantaine aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Ponsard, je suis toujours instituteur primaire dans une petite école qui propose une pédagogie différenciée et je suis également responsable de l'EduLab que je vais rapidement vous présenter. Je vais partager un petit média. Alors, l'EduLab, c'est un espace de formation qui se situe à Gosselies à Technofuturtique. Donc, on a mis en place cet espace pour pouvoir former les enseignants et les accompagner dans leur transition numérique et pédagogique. Nous proposons des formations gratuites pour les écoles, en présentiel et à distance. Et pendant la période Covid, on a développé justement une web TV dans laquelle on retrouve une chaîne YouTube, on retrouve des formations à distance et surtout des webinaires. Et aujourd'hui, vous allez participer à l'un de nos webinaires. Peut-être que vous y avez déjà participé lors de notre premier cycle, ou peut-être que pour vous, c'est nouveau. Et c'est pour ça que je vais un peu vous expliquer comment nous allons fonctionner aujourd'hui. Alors déjà, les objectifs, c'est vraiment s'amuser, prendre du plaisir, se rencontrer. Les webinaires ont été des occasions vraiment de faire des rencontres avec des participants vraiment extraordinaires et qui proposent des choses vraiment bluffantes et se former à votre rythme. Peut-être que c'est votre premier webinaire et donc ici, on va essayer de s'adapter au rythme de chacun des participants, mais peut-être qu'à certains moments, des choses vont aller un peu trop vite pour vous. Et vous aurez l'occasion de réécouter autant de fois que vous voulez ce webinaire parce que vous aurez accès à un replay après la formation. Et donc, la volonté sera vraiment d'échanger un maximum aujourd'hui. Donc, Paul, tu peux activer ta webcam et ton micro. Alors, je peux déjà dire que tu es formatrice pour l'EduLab, mais pas que. Hein. Donc, je te laisse prendre le soin de te présenter et puis je te donne les résultats du sondage. Ok, donc je m'appelle Paul André, je suis ce qu'on appelle une facilitatrice visuelle. Donc moi, mon métier, disons mon métier en tous les cas avant le Covid, c'est d'aller de séminaire en conférence, en formation. Et pendant que les gens parlent, en fait, moi, je saisis en direct le contenu des échanges dans tous les sujets possibles et inimaginables. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. Donc, c'est vraiment de communiquer par le biais du visuel. Depuis le Covid, il y a des choses qui changent un petit peu. Donc, les formations, à la place d'être en présentiel, maintenant se font en ligne. À la place d'intervenir pendant des séminaires, on fait des livres, on fait des supports de formation. Donc, on se diversifie. Mais toujours, nous, notre cheval de bataille chez InnerFrog, je dis nous parce que je fais partie d'une société que j'ai fondée et on est plusieurs. Nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment de faciliter la communication en allant à l'essentiel avec le visuel. Pas uniquement dans le cadre scolaire, mais ça fonctionne aussi très, très bien dans le cadre scolaire. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire avec vous, c'est vraiment découvrir les bases du Sketchnote. C'est une introduction. J'espère que vous avez préparé vos petits marqueurs de couleur et vos feuilles de papier parce que vous allez avoir des moments d'expérimentation. Est-ce que tu sais expliquer en gros le contenu du webinaire, Paul, avant de se lancer? Oui, le contenu du webinaire, en gros, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le Sketchnote, pourquoi l'utiliser, dans quel contexte. Et puis, en fait, moi, je pense que le Sketchnote est un de ces outils qu'il faut mettre le plus rapidement possible dans les mains des participants. Ça ne sert à rien de parler, de donner de la théorie pendant des heures. Il faut vraiment prendre les marqueurs en main et se lancer. Comme tu dis, on pense que nos dessins font peur, mais je peux promettre à tout celui qui tente sa chance de communiquer par le biais du dessin qu'il va être capable de communiquer bien plus que ce qu'il pense à la base. En tous les cas, moi, j'en suis convaincue. Et pour structurer ces idées. Alors ici, vous avez quelques exemples qu'on souhaitait vous partager. Donner vie à ces idées avec le sketchnoting, c'est un participant qu'il avait réalisé lors du dernier webinaire de Paul. Donc vous voyez que certains sont arrivés à des résultats quand même assez chouettes graphiquement pour un premier sketchnote. Pour certains, c'était leur tout premier. Ceci aussi, c'est un formateur, enfin c'était un participant à une formation que tu avais donnée cette fois-ci en présentiel et qui nous avait fourni son sketchnote. Donc, on va expliquer après toutes les différentes choses qu'on peut faire. Je ne sais pas si tu veux commenter les différents sketchnotes qui sont ici ou si je les passe en revue. Peut-être commenter entre celle que tu es en train de montrer ici et celle qui vient juste après. Tout à fait. Donc ici, on va surtout utiliser le papier, mais juste dire qu'en quelques mots, ce qu'on est capable de faire sur papier, si vous utilisez des tablettes, il est
tout à fait possible de transférer tout ça sur tablette, que ce soit iPad ou tablette Android. Dans les deux cas, ça fonctionne. Le résultat, fatalement, donne quand même un petit look un petit peu différent. Mais bon, le fait de ne pas avoir de tablette ne devrait certainement pas être une excuse de ne pas sketchnoter. C'est même, Tout à fait. pour moi, beaucoup plus agréable de le faire sur papier, en fait, quand on commence. Ah oui. Pour information, on donne des formations dans les deux cas, des sketchnotes manuscrits, on va appeler ça manuscrit avec papier crayon, et sur Procreate ou sur des applications qui permettent d'aller un peu plus loin. Voici encore des sketchnotes que tu nous avais partagés. Oui, bah ici, ce sont des sketchnotes qu'on fait fréquemment, malheureusement, pour suivre l'évolution du Covid en Belgique, où on explique les nouvelles restrictions. Pour le moment, c'est surtout les restrictions. Et sur la page d'avant, je voulais quand même juste mentionner le fait qu'on me dit souvent, oui, mais on ne peut pas tout sketchnoter. Il y a quand même des sujets qui s'y prêtent mieux que d'autres. Et c'était simplement pour montrer que, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment des sujets qui s'y prêtent mieux que d'autres. Il y a juste des personnes qui prennent le temps de se poser pour tout type de sujet. Et donc, même pour les mathématiques, on peut sketchnoter. Et enfin, un dernier exemple, justement, sur les mathématiques. Ça Oui. tombe bien. C'est quoi une fraction? Donc, voilà. Ouais, Alors, nous allons commencer vraiment la préparation. Donc, Paul, je t'invite à partager ton écran. Pendant ce temps-là, moi, je vais te donner les résultats du sondage. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à nous suivre pendant 1 heure et demie. Je rappelle que vraiment, l'objectif, c'est de passer un bon moment, un moment de formation, à apprendre en compagnie de Paul. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions dans l'onglet questions, donc n'hésitez pas à les intégrer dans l'onglet questions. On fera des pauses dans les explications de Paul pour pouvoir répondre à vos questions. Il y en avait déjà une, Paul, qui est passée dans le chat. Je l'ai vu. Normalement, je ne dois pas y répondre. C'est quoi, ça veut dire quoi sketchnote au fait? C'était une première question, donc le temps que tu prépares, je te la pose quand même. Alors, écoute, sketchnote, en fait, ça vient de l'anglais, donc sketch qui veut dire griffonner et note, prendre des notes. Et donc, en gros, c'est griffonner ses notes. Ça, c'est vraiment la traduction littéraire. Maintenant, si on regarde la traduction en français, maintenant, il y a énormément de personnes qui utilisent le terme sketchnote, mais quand on le traduit, ça ne se fait pas, ça ne se traduit pas très bien. Donc, pour les puristes parmi vous qui adorent le français, il y en a qui traduisent ça par croquis-note. C'est vrai qu'en français, c'est mignon et ça veut mieux dire ce que c'est en fait. C'est un mélange de choses visuelles qui est plus large que simplement sketchnote. Et il y en a qui utilisent aussi le terme reportage visuel. Donc voilà, si vous entendez parler de ce terme-là, sketchnote, facilitation visuelle, reportage visuel, on est dans le même domaine. On est dans le fait de communiquer par le biais d'un mélange de 3 éléments. Et Alors, du coup, je vais ton passer directement. information, oui, le temps que tu prépares. Ouais. On a une majorité d'instituteurs primaires, quelques instituteurs préscolaires, quelques enseignants de cours spéciaux. Nous n'avons pas de directeur, donc ça risque d'être un peu plus fun. Avez-vous déjà sketchnoté? Tu as quand même 76% pour qui c'est une totale découverte. Tu as D'accord. une personne qui l'a déjà fait avec ses élèves. Ok. Tu en as quelques-uns qui l'ont fait en tant qu'enseignant et en tant que particulier. Et dedans, tu en as 36% qui adorent dessiner, 36% qui ont des dessins qui font peur, et 27% qui c'est pas trop leur passe-temps favori, quoi. Ok. Donc voilà, je vous invite à suivre maintenant les explications de Paul, qui va commencer les premières explications, et je m'arrêterai à un moment donné pour poser vos questions à notre experte du jour. Voilà, Paul, je te donne la main. Merci. Alors, moi, j'ai pris le parti de ne pas vous préparer une présentation PowerPoint et de vous envoyer plein de slides les unes après les autres. Donc, je vais simplement, en fait, créer devant vous le contenu du webinaire ici sous forme de sketchnote parce que je pense que c'est pas mal, en fait, de démontrer ce dont on parle. Donc, je vais commencer. On s'est posé la question de le sketchnote. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vrai que c'est important. Donc, je vous ai expliqué un petit peu au niveau de la traduction. Mais en gros, ça, ce n'est que le nom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on comprend par le mot sketchnote? C'est en fait un mélange de 3 éléments. Donc, le premier élément, quand on fait des sketchnotes, c'est le fait qu'on garde des mots. Et pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose avec lequel vous êtes vraiment familier, puisque vous êtes instituteur. C'est quelque chose qui est déjà considéré comme acquis. Mais alors, avec les mots, on va aller rajouter d'autres choses. Et dans ce cas-ci, on va aller rajouter 2 autres éléments en plus des mots, le dessin. Et alors, je tiens à rassurer tous ceux qui disent que leurs dessins font peur. Moi, à la base, mes dessins faisaient peur aussi. Je n'ai pas du tout dessiné entre le milieu de mes primaires et mes 40 ans, en fait, quand j'ai redécouvert à peu de choses près la facilitation visuelle. Et donc, on parle ici de dessin
pour communiquer et pas de dessin pour faire des choses jolies qu'on va pouvoir afficher dans son salon ou vendre comme des œuvres d'art. Donc, on est dans de la communication et on n'est pas du tout dans de l'artistique. C'est quelque chose de vraiment très, très important pour moi de comprendre que c'est du dessin pour communiquer. Et alors, le troisième élément qui fait qu'on va pouvoir dire qu'on fait du sketchnote, c'est le fait qu'on va avoir du mouvement. Le mouvement, comme vous le voyez déjà ici, en fait, j'ai commencé avec mon titre ici, puis je fais une petite flèche qui va emmener l'œil vers le contenu qui est ici. Vous voyez que je suis en train de faire des petits liens pour montrer ce que c'est que le sketchnote ici. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. En général, quand vous prenez des notes avec vos étudiants, quand vous leur donnez des exercices, vous allez avoir tendance à mettre les phrases les unes en dessous des autres, qui est vraiment la mise en page classique dans probablement 90% de ce qu'on fait dans le cadre scolaire. Donc, quand on fait du sketchnote, il faut toujours se poser la question de savoir, OK, je vais travailler avec des mots, je vais travailler avec du dessin et je vais travailler avec du mouvement. Il faut mettre les trois ensemble. Si vous ne mettez pas les trois ensemble, si vous ne travaillez qu'avec des mots et du dessin, vous allez plutôt vous diriger vers quelque chose qui se rapproche de l'illustration. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. L'illustration, c'est parfois très bien. C'est parfois tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer quelque chose à vos étudiants. Mais le sketchnote, vraiment, on part du principe qu'on va avoir les trois éléments qui sont mis ensemble. Si je parle vite, Jonathan, n'hésite pas à me dire de ralentir parce que j'ai tendance à speeder. Jusqu'à maintenant, je trouve que ça va. Donc, les participants, n'hésitez pas à nous dire si ça va un peu vite pour vous, etc. Le chat, il est là. N'hésitez pas à interagir. Il y a déjà quelques petites questions, mais je te laisse encore continuer. Oui, ça va. Et puis, je t'arrêterai pour les questions. OK. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Quand est-ce qu'on dit qu'on fait un sketchnote? Quand on a ces trois éléments-là. Donc, bon, c'est bien beau, mais dans quel contexte est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans quel cas? Moi, je pense qu'en tant qu'enseignant, et je vais me limiter. Attendez, je vois que mon écran s'est figé. Ouais. Ouais. Hop. Comme ça, il y avait déjà une question de comment tu avais fait pour filmer ton écran, et je pense qu'en faisant ça, tu réponds à la question. Alors, oui, donc, ce que je fais, c'est que je passe avec mon téléphone dans mon ordinateur et que j'ai une application qui me sert de ce qu'on appelle une webcam virtuelle qui me permet de passer d'un écran à l'autre. Mais bon, là, c'est peut-être le sujet d'un autre webinaire, comment C'est une question, jongler. mais on partagera l'outil quand même, comment jongler d'une webcam à l'autre, mais on partagera Voilà. l'outil quand même tout à l'heure, donc je te laisse continuer. Je crois que je suis passée pro dans le fait de passer de 36 000 écrans en même temps de l'un à l'autre. Alors, pourquoi? Dans le cadre scolaire, moi, je pense qu'il y a vraiment plusieurs façons dans lesquelles vous pouvez l'utiliser. Fatalement, en tant qu'étudiant, et c'est là que vous allez vous dire, ah, mais en fait, madame, elle dessine pas beaucoup mieux que nous. Et vous avez raison. Mais voilà, donc vous pouvez l'utiliser en classe, à la place de faire des tableaux où vous n'avez que des lignes, de dire qu'on va faire des choses qui sont peut-être beaucoup plus dynamiques, avec des petits bonhommes, avec de la couleur, et qui vont donc fatalement avoir tendance à beaucoup plus interpeller le regard, parce que au niveau des étudiants, ceci va être beaucoup plus attractif que quelque chose de tout à fait classique, comme on a tendance à faire d'habitude. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous pouvez l'utiliser en classe, en direct, et ça, c'est à partir du moment où on est quand même un petit peu à l'aise avec le sketchnote. Le deuxième cas de figure où moi je pense que vous pouvez vraiment l'utiliser, et ça c'est souvent la première façon de rentrer dans le fait de faire du sketchnote, c'est en fait les supports de cours que vous donnez à vos étudiants. À la place d'avoir des feuilles où vous mettez énormément de texte, c'est pareil, c'est de leur mettre les choses sous forme de petits visuels. Le simple fait déjà parfois simplement d'éclater l'information, même si vous gardez encore énormément de texte, la plupart des étudiants ou des élèves, dans votre cas, vont être attirés par ceci. Donc là, ce sont les supports. Et alors, le troisième cas de figure, et qui pour moi est probablement celui qui est le plus intéressant, qui va amener le plus de valeur, mais c'est peut-être pas celui non plus avec lequel vous allez pouvoir commencer, bien que vous allez voir que les enfants ont beaucoup moins de freins que les adultes à se jeter dans le fait de faire du sketchnote. C'est en fait de demander aux enfants, à la fin d'un cours, de se rassembler autour d'une feuille et de leur demander à eux, en fait, de créer leur résumé. Alors, ça peut sembler très compliqué et vous allez peut-être vous dire, oui, mes élèves ne sont pas aptes à faire ça.
il y a des classes où les enseignants ont simplement donné les bases du sketchnote à leurs élèves, qui leur ont fourni quelques petits pictos pour commencer, qui leur ont montré quelques petites feuilles et qui ont demandé aux élèves, est-ce que vous êtes capable de faire la même chose? Et les élèves, en fait, ils se sont appropriés l'outil et ils font ainsi les résumés de leurs cours. Alors, je ne dis pas que vous devez faire ça nécessairement pour tous les cours, parce que bon, c'est peut-être pas efficace pour tous les cours, mais ça pourrait être une façon de voir si les enfants ont bien acquis la matière, une façon qui est très, très différente de représenter les informations. Et moi, donc moi, je ne suis pas enseignante, mais ça, je peux vous dire que ça fonctionne même en tant que parent avec son enfant. Moi, mon fils, l'année passée, il a 9 ans, donc je pense qu'il est dans la bonne cible par rapport au public ici. Il a dû faire une présentation sur la pieuvre et on l'a sketchnoté ensemble et il m'a dit, ah, on va mettre cette information-là, pour ça, on va faire ce dessin-là. Donc, je l'ai un petit peu accompagné, mais c'est lui qui a organisé l'information sur la page d'une façon beaucoup plus dynamique que s'il avait simplement fait un texte qui se suit. Donc voilà. Donc, je vais mettre ici pour et par les élèves. Et avant de rentrer maintenant dans vraiment les bases du sketchnote et de vous donner les différents outils, je vais juste encore expliquer le pourquoi ça marche. Je pense, donc le pourquoi, mais ici on est le pourquoi. Le pourquoi en deux mots. Ça marche pour plusieurs raisons déjà. L'être humain est visuel. On est un animal visuel. Alors, certaines personnes vont vous dire, oui, mais moi, je suis plutôt kinesthésique ou je suis plutôt… On est tous visuels, on s'imagine tous des choses. Même les personnes qui n'ont pas la vue, en fait, vont voir des choses. Elles vont imaginer des choses quand elles ferment les yeux. Et donc, on est beaucoup plus attiré par ce qui est visuel que par ce qui est écrit simplement. Et tout ce qui est coloré, qui est présenté différemment, va aussi beaucoup plus attirer notre regard à nouveau, plutôt que du texte qui est tout à fait statique. On a une question de Martine qui nous pose la question de savoir si est-ce que c'est la même chose que les images mentales. Enfin, elle pose la question, est-ce que ça ressemble aux images mentales? Quel est le lien? Quel est le rapport? Est-ce que c'est la même technique? Donc, je te laisse répondre en même temps que de régler la webcam. Alors, si c'est image mentale dans l'idée, les cartes mentales, est-ce que c'est ça que la personne veut dire? À mon avis, c'est ça qu'elle veut dire, mind map, carte mentale, ouais. C'est juste pour être sûr que je comprends bien la question. Donc, vous voyez là, normalement, comme ça ne devrait plus nous couper. Alors, la différence, les cartes mentales, en fait, ou le mind mapping, en fonction de la langue qu'on utilise, ce n'est jamais qu'une sorte de mise en page de sketchnote. C'est une mise en page où on va commencer avec un sujet au centre et puis on va éclater, et puis on va utiliser des couleurs, des branchages, de la hiérarchie. Et donc, c'est un type de mise en page. Alors ici, pendant la formation, on ne va pas avoir le temps de voir les différents types de mise en page, mais il y a plein de choses. Si vous savez déjà faire du mind mapping, des cartes mentales, il y a plein de choses en fait qui sont communes. Mais le sketchnote offre beaucoup plus de possibilités parce qu'il ne vous force pas nécessairement à tout organiser autour d'un sujet central. D'ailleurs, vous pouvez pas. Ici, quelque part, tout est organisé autour du sketchnote vu que c'est le sujet. Mais ici, vous voyez, je mets un sujet là, je mets un autre sujet là, je mets un troisième sujet ici. Et je viens simplement les encadrer. Quelque part, y a pas, enfin, on pourrait les regarder de façon tout à fait indépendante les uns des autres. On n'est pas nécessairement obligé de passer de celui-là à celui-là à celui-là. Les trois éléments pourraient tout à fait être lus ou déchiffrés de façon indépendante. Donc voilà. Mais on retrouve l'idée de catégorie, qui est quand même présente alors dans chacune des techniques, quoi. Pas dans toutes les, dans certains types de mise en page de sketchnote. Alors, je vais vous montrer de quoi je parle quand je parle de mise en page, parce que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le sketchnote, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Je vais juste descendre. Donc, en fait, ici, vous voyez différents types de mise en page. Donc, ça, c'est un poster, ça, c'est un chemin. Ici, c'est du popcorn. Donc, le popcorn, en fait, on met toutes les informations les unes à côté des autres sans les organiser, sans les catégoriser. Et donc, c'est pour ça que je dis que on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des catégories. Par contre, le mind map,
pour en venir à lui, c'est un type, donc ici c'est le type de mise en page diagramme, où on a le sujet au centre, mais il y a plein d'autres diagrammes, il y a les diagrammes les organigrammes par exemple, c'est un autre type de diagramme, les diagrammes de Venn, c'est un autre type de diagramme, et puis on a d'autres types de métaphores visuelles. Différentes. On aura l'occasion de Mise en parler de page. on aura l'occasion de parler de ton petit carnet après, mais je te laisse continuer alors la présentation. Ben, je l'ai pris ici parce que c'était plus facile de montrer que d'expliquer comme ça. Donc voilà, ceci c'est un petit peu pour vous donner le contexte de ce à quoi on va regarder. Et maintenant, en fait, je vais vous expliquer c'est quoi vraiment les bases du sketchnote. Parce que quand vous voyez faire ça, vous dites ouais, moi je suis capable ou je ne suis pas capable. Bon, ça c'est votre propre jugement. Moi, je vais simplement vous expliquer que pour apprendre à faire du sketchnote, il faut déjà se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on maîtrise, il y a plein de choses qu'on est déjà capable de faire, même si on n'est pas des rois du dessin. Alors si en plus on est doué en dessin ou simplement le fait qu'on aime dessiner, mais directement vos sketchnotes vont peut-être avoir un petit peu plus de style, mais ça ne devrait pas être un frein, le fait de ne pas bien savoir dessiner. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que moi j'appelle les différents ingrédients. Donc moi je prends ici la métaphore. Quand on fait du sketchnote, on utilise beaucoup les métaphores visuelles parce que ça parle à la plupart des gens. Et donc ici, c'est ma pizza. Hein. Parce que ce que je vous explique toujours, c'est qu'il y a plein d'ingrédients différents pour faire un sketchnote, mais c'est comme pour les pizzas. En fait, on n'a pas nécessairement besoin de mettre tous les ingrédients sur notre pizza au même moment. Si vous mettez tous les ingrédients sur la pizza, bonne chance pour la manger, ça risque d'être fortement indigeste. Il faut les sélectionner avec parcimonie, savoir lesquels on va mettre en avant, lesquels on va vraiment faire ressortir et lesquels seront peut-être pas sur la pizza cette fois-ci. Donc, la première chose, et là, je ne vais vraiment pas passer énormément de temps parce que c'est la chose que vous êtes supposé maîtriser, c'est l'écriture. Alors, en tant qu'enseignant en primaire, en général, c'est quelque chose que vous avez déjà pas mal travaillé. Donc, je vais simplement pointer vers vous deux choses par rapport à l'écriture. C'est que vous avez probablement votre écriture normale, classique, celle que vous utilisez à tous les coups et vous êtes certain que les enfants vont savoir lire. Quand on fait du sketchnote, en fait, en plus de son écriture normale, il faut commencer à développer ce que moi j'appelle des écritures un petit peu plus fun. Donc, vous le voyez clairement ici quand je fais sketchnote. Pour le cerveau, le mot sketchnote ici, il ne va pas être décrypté uniquement comme un mot. Il va regarder ça, mon cerveau, il va se dire, ah, ben c'est dessiné, ça. Et donc, quand c'est mémorisé à la fois comme du texte, parce que je sais le lire, mais à la fois comme du dessin, parce qu'il y a plein de formes et de choses qui sont différentes. Et donc, je vous montre très rapidement que ça ne demande pas nécessairement des années de pratique pour pouvoir faire des choses sympas. Vous prenez votre écriture qui ressemble à votre écriture normale et simplement le fait ici de venir rajouter une deuxième petite ligne à côté de votre premier trait, eh ben, ça peut donner une certaine profondeur. Après, vous pouvez écrire en faisant des mots beaucoup plus hauts. Oups, sympa. C'est ce qui est cool, c'est que quand on fait des fautes d'orthographe avec le sketchnote, on peut très vite les cacher. Donc voilà. Après, vous pouvez faire des choses avec des lettres en relief. Donc, comme ici, l'exercice, le webinaire, c'est de vous montrer les différents ingrédients et pas spécialement de passer énormément de temps. Moi, ici, je vous en montre juste 3, mais je vous encourage vraiment à aller découvrir d'autres typographies que vous pouvez vous approprier. Maintenant, c'est l'occasion de tester aussi sur une feuille de papier en même temps que toi. Hein. Oui, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, ici, ben, celui-ci, je l'ai fait avec plein de petits points. Il faut faire attention quand on fait du sketchnote au temps qu'il vous faut pour faire des choses super sympas. Alors, autant si vous êtes en train de faire un support de cours que vous allez remettre à vos élèves à la fin du cours ou que vous leur donnerez le lendemain ou quoi, vous pouvez prendre énormément de temps à faire des choses un peu sympas. J'ai oublié d'ouvrir. Autant si vous êtes en train de faire des choses ici en direct devant la classe, il faut vous rabattre sur les choses que vous êtes capable de faire très rapidement parce qu'il n'y a personne qui va vouloir vous garder pendant des heures, passer du temps à faire les lettres les unes après les autres. Donc vraiment toujours se poser la question du temps qu'il va vous falloir pour écrire.
Donc ça, c'est pour les écritures. Je ne vais pas plus loin. Il y a plein de ressources pour vous permettre de développer l'ingrédient de l'écriture. Le deuxième point, à nouveau, quelque chose de très simple et que vous maîtrisez déjà tous, c'est les puces. Donc les puces, ce sont les listes à puces. Alors ici, je veux simplement attirer votre attention sur une seule chose, c'est souvent, la plupart des adultes, on a adopté une puce et elle nous suit depuis des années. C'est notre puce de compagnie et on utilise la même à pratiquement tous les coups. Alors vous utilisez peut-être une de celles-ci, peut-être que vous avez une autre puce, mais vous avez probablement tendance à réutiliser tout le temps la même puce. Donc moi, la chose que je veux attirer votre attention, c'est posez-vous la question de savoir est-ce que la puce que vous choisissez pour une certaine liste est vraiment la puce la plus pertinente. Donc si vous êtes en train de lister aux élèves la liste des choses qu'ils doivent faire comme devoir, oui, vous pouvez faire des tirets, mais ce serait tellement plus sympa pour eux de leur avoir fait des petits checkbox comme ça. Alors après, vous mettez les devoirs qu'ils doivent faire. Hein. Parce que quand on voit des petites cases comme ça, on a une envie, c'est aller faire tic, je l'ai fait. Tic, je l'ai fait. Donc ici, bah, ça fonctionne avec la liste des choses à faire, mais si vous devez envoyer des emails à vos collègues, plutôt que de mettre des tirets avec les prénoms de vos collègues, bah, pourquoi ne pas mettre des arrobas comme puce pour démarrer vos listes. Les puces, à nouveau, attention au temps qu'il vous faut pour dessiner le petit picto de la puce. Donc, si vous commencez à dessiner des choses qui vont vous prendre des heures, par exemple, les pâquerettes ou des choses comme ça, bof. Hein. On doit rester dans la rapidité. Donc, et j'en profite pour toutes les personnes qui ont dit « oui, j'aime bien dessiner » ou « oui, je dessine bien ». Faites attention à au temps que vous passez à dessiner. Le fait de sketchnoter ne devrait pas être un prétexte pour passer des heures à dessiner. Le sketchnote, c'est un outil et donc il faut utiliser des dessins qui soient très simplifiés. Moi, je le vois dans les formations que je fais en présentiel. Je fais souvent un petit exercice. Je demande qui sait bien dessiner et qui ne sait pas du tout dessiner. Je mets les deux personnes derrière un flipchart et je leur demande à tous les deux, dessinez-moi votre plus beau chat. Alors, la personne qui ne sait pas dessiner, en général, elle va me faire... Voilà, ça c'est un chat. Et elle me fait ça en moins de 10 secondes. Et puis, la personne qui sait bien dessiner, ben, elle va... Je ne vais pas le faire parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et je pensais avoir réglé le problème, mais mon écran bug à nouveau. Désolée pour ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas ça d'habitude. Ce n'est pas grave, ne tracasse pas. Moi, je te rejoins, quand je faisais le mind mapping avec les élèves, j'avais des élèves qui dessinaient super bien et ça leur prenait un temps dingue pour terminer leur réalisation, quoi. Et là, je comprends tout de suite ton conseil, quoi. Et donc, ça c'est super important pour les gens qui dessinent bien, qui aiment bien dessiner, qui aiment être précis dans leur dessin. Et je veux aussi dire une chose. En général, ce dessin-ci, hein, ils disent plus que chat. Il va nous dire chat, couché, perçant, petit, gros, mince. Celui-là, il nous dit juste chat. Il nous dit pas d'autres qualificatifs par rapport au chat. Et souvent, quand on fait du sketchnote, on est dans la recherche de l'image principale et pas dans les détails de la position et les informations complexes, en fait, qui vont aller se cacher derrière. Donc, ça devrait rassurer tout le monde que dans le sketchnote, on est à la recherche de dessins de ce style-là et pas de dessins beaucoup plus compliqués. Le troisième élément, alors je suppose que vous avez tous conscience que normalement on passe beaucoup plus de temps sur chacun des éléments, qu'il y a beaucoup plus d'informations à savoir, et du coup je mets éléments, c'est pas le bon mot. Les aléas de faire les choses en direct avec nous, avec vous. Donc voilà, ce sont les conteneurs. Alors, quand on fait ça en direct, ben, c'est pas grave, on a fait les choses en direct et on assume, bon voilà, j'ai fait une erreur. Après, c'est pour ça qu'il y a des Tipex. Et autrement, l'alternative des sketchnoteurs ou Tipex qui n'est vraiment pas pratique, c'est les étiquettes blanches qu'on recolle sur la feuille et puis on peut réécrire immédiatement dessus. Donc ça, c'est toujours un bon truc. Donc voilà. Donc, les conteneurs,
les conteneurs, c'est tout ce qui permet en fait de centraliser, de rassembler une information. Donc ici, si vous regardez sur ma page, en fait, j'ai un conteneur ici autour du titre Sketchnote. J'ai des conteneurs ici autour de mes 3 sujets que j'ai abordés en première partie. Et donc, les conteneurs, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que quand on a des conteneurs, on commence toujours par mettre le contenu. Et c'est sûrement seulement une fois que le contenu est mis qu'on va pouvoir aller faire le conteneur. Alors, pour les conteneurs les plus simples, inspirez-vous des bulles de la BD. Après, les simples formes géométriques, ça fonctionne. Donc, je peux simplement faire une forme géométrique. Ça va rassembler l'information. Si j'ai plusieurs informations ici, ben, je peux aussi faire une forme géométrique là autour. Alors ici, vous voyez, je n'ai même pas fermé la forme. L'œil humain, en fait, est entraîné à retrouver les formes. Et donc, lui, il projette le fait que ça s'est fermé. Et donc, il va regrouper. Pour lui, ces 3 informations font partie de la même catégorie. Celle-ci, c'est quelque chose de différent. Et celle qui est encore à côté ici, elle est encore différente. Donc ça, quand on met plein de sujets différents sur sa feuille, ben, avec les conteneurs, en fait, ça vous permet d'identifier et de rassembler les informations. Donc ça, c'était les conteneurs. Rappelez-vous, un conteneur, toujours commencer par le contenu, toujours commencer par le contenu. Et vous souviendrez de moi la fois où vous aurez fait votre conteneur et que vous allez vouloir aller mettre un joli texte dedans. Et vous allez vous rendre compte que, oups, la forme est trop petite pour le contenu que je veux mettre. Donc, un contenu de la forme autour. À nouveau, il y a des centaines d'exemples de conteneurs, si vous surfez un petit peu sur Internet, où je vous montrerai après le petit carnet que moi j'ai fait, dans lequel on retrouve pas mal d'exemples. 4e élément, les flèches. Alors, si vous êtes toujours avec moi, vous vous rendez compte que jusqu'à présent, on n'est pas encore au dessin. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu vraiment de choses qui sont fortement dessinées. Oui, les bulles de parole, ça commence, on rentre tout doucement dans le dessin, mais vraiment, vraiment très doucement. Alors, les flèches, elles se permettent, en un, c'est d'attirer l'attention. Et en deux, elles donnent un sens de lecture. On va s'arrêter là sur à quoi servent les flèches en facilitation visuelle pour le moment, mais c'est vraiment les 2 points qu'il faut retenir. Ça attire l'attention parce que si je fais ça, votre œil, fatalement, il veut aller voir ce qui se trouve autour de la flèche. C'est notre cerveau reptilien qui revient nous dire s'il y a une flèche, il y a une bête au bout, il faut aller voir ce qui va venir nous attaquer. Et la deuxième chose, c'est le sens de lecture. C'est parce que quand on est dans une page comme ceci, qu'on ne sait pas nécessairement où aller, ben, le fait d'avoir plein de flèches qui nous emmènent, ça va emmener votre regard et ça remplace le fait qu'on a l'habitude de lire les lignes les unes en dessous des autres. Et alors, quand on parle de flèches, mais les flèches, il y a les flèches qui sont simplement les flèches graphiques. Alors, il y a plein de formes différentes de flèches. Hein. Ici, je vous en fais juste 3 de styles différents. Les flèches disent des choses différentes. Si vous avez un même processus avec des flèches comme ça, ben, celle du dessus, elle est beaucoup plus hésitante. La petite qui n'est pas à droite est beaucoup plus hésitante que la 4e qui est grosse et grasse, qui est dans le fond. Donc, ça, c'est tout ce qui est les flèches graphiques. Et alors, c'est là qu'on va rentrer tout doucement dans le dessin, parce que dans les flèches, en fait, on a aussi la possibilité de faire des flèches avec du dessin. Donc, les flèches les plus connues en sketchnote avec le dessin, c'est simplement le fait de faire un petit panneau routier, où là, ben, fatalement, vous avez mis un texte. Mais là, notre œil sait qu'il doit aller par là. Un autre petit exemple qu'on peut faire avec le dessin, le simple fait de faire des empreintes de pieds. Alors, je dis des empreintes de pieds, ça fonctionne très bien aussi avec des empreintes de chiens, de chats, d'oiseaux, même si on n'a plus l'habitude de faire des balades en forêt, de regarder, d'observer les traces que laissent les animaux, on sait quand même reconnaître que quand on voit un pied, que le talon est plus petit et que la semelle à l'avant du pied est plus grande, on sait que ça, c'est la direction dans laquelle se déplaçait la personne.
Après, vous pouvez simplement faire aussi, ça fonctionne très bien avec pratiquement tous les animaux qui volent, qui courent ou qui se déplacent. Et donc, vous pourriez faire un petit papillon qui va d'un point à un autre point, un autre point. Donc, ça, ce sont pour les flèches, qui est le 4e élément. Et alors, on va rentrer maintenant dans le 5e élément, qui là, pour le coup, on rentre à fond dans le dessin. Donc, c'est les pictos. Alors, les pictos, ce sont tous ces petits dessins que vous allez pouvoir reproduire et qui vont communiquer quelque chose. Alors, je vais vous montrer quelques petits trucs. Alors ici, pendant le webinaire, c'est peut-être la partie frustrante. Je ne peux pas vous enseigner des dizaines de pictos, mais je vais vous montrer, par exemple, on trouve souvent que dessiner une voiture, c'est pas nécessairement la chose la plus facile. Alors moi, je vais vous montrer un petit truc très simple pour dessiner une voiture, une camionnette, un bus, une Porsche ou une Lada. Excusez mes références en matière d'automobile, je fais avec ce que je connais. Donc, en fait, c'est très simple. Quand vous voulez dessiner un véhicule, vous commencez simplement par dessiner 2 ronds. Parce que tous les véhicules que je viens de citer, en tous les cas, se déplacent sur des roues. Et donc, la base de tous ces véhicules-là, leur point commun, c'est en fait d'avoir un châssis et de rouler avec des roues. Et donc, une fois que vous avez cette base-là, en fait, la forme que vous allez venir faire ici au-dessus va directement vous donner l'idée que ici, on va voir plutôt un bus. Si j'ai rapproché un peu plus les roues, la Lada de mon papa d'il y a quelques années, ben voilà. Une voiture peut-être un petit peu plus familiale. Et alors, si je veux faire peut-être une voiture plus de collection, enfin, donc vous voyez que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est retrouver les petits trucs qui vont vous permettre de dessiner très rapidement des choses qui sont reconnaissables. Pas, et comme vous voyez, moi, j'ai pas rajouté beaucoup de choses. Souvent, quand on dessine des voitures, les gens vont passer leur temps à aller rajouter les fenêtres, les portières. Alors, les portières, ils disent, ah ouais, mais attends, ça s'ouvre dans quel sens, les portières? Et où est-ce que je dois mettre les poignées? Et puis, il faut que j'aille mettre les phares. Plus vous rajoutez des informations, moins votre petit picto va devenir lisible. Donc, il faut vraiment apprendre à regarder tous les objets du quotidien, tous les objets dont vous avez besoin, pour les simplifier au maximum. Et donc, les pictos, en fait, essayez de retrouver c'est quoi les points, les droites, les courbes qui font qu'on va retrouver, reproduire un petit dessin comme celui-ci. On passe des années à apprendre à écrire. Vous le savez, vous apprenez à écrire à nos enfants. On passe des années à apprendre à écrire. Ça frise à nouveau. Désolé. Hop, hop. On passe des années à apprendre à écrire. À partir du moment où, en général, on arrive en primaire, on arrête de dessiner, tout simplement. On arrête d'apprendre à dessiner, en tous les cas. À moins d'avoir des enfants qui sont passionnés par le dessin, qui, eux, vont continuer leur apprentissage, mais la plupart du temps, c'est un petit peu tout seul dans leur coin parce qu'ils adorent ça. Mais en général, la plupart des enfants ne vont plus au cours de dessin ou non plus, en tous les cas, la matière dessin pendant leur cours. Alors, vous vous dites peut-être, je ne sais pas très bien dessiner, mais moi, je peux vous garantir que si vous aviez passé autant de temps à apprendre à dessiner, que vous avez appris à former des lettres, à écrire des mots, à apprendre la grammaire, à apprendre l'orthographe, si vous aviez passé autant de temps à faire des pictos, et moi aussi, hein, je plaide coupable, on serait tous à l'heure actuelle des as en dessin et on n'aurait aucun complexe pour refaire des petits dessins qui parlent et qui sont lisibles pour tout le monde. Donc le truc, c'est qu'il faut vraiment réapprendre à agencer les traits. Et je veux vous montrer qu'avec les traits que vous connaissez, en fait, c'est vraiment le fait de se les réapproprier. Donc, ici, je reprends l'alphabet U, Z, M, O. Ce sont des lettres que vous écrivez probablement d'une façon très similaire à moi. Mais ça, en fait, ça vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour dessiner une ampoule. La seule chose, c'est qu'il faut savoir comment les combiner et jouer avec l'échelle. Donc le U, le Z, le M et le O. Et c'est tout ce qu'il faut pour avoir une
Une ampoule de base. Alors, il y a des millions d'autres ampoules qui sont peut-être plus jolies et plus esthétiques. Celle-ci, elle a le mérite d'être rapide et d'être à la portée de tout le monde. Et donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de trouver les pictos, en fait, dont vous avez besoin et d'essayer de trouver la forme la plus simple possible La pour plus facile. pouvoir, la plus facile, voilà. Désolée, il est 19h13, les mots ont du mal à sortir. Donc, voilà. Les pictos, il y a des bibliothèques de pictos. Le truc, c'est identifier les dessins dont vous allez avoir besoin. Et 2, les simplifier. Et en 3, pas beaucoup de place, mais c'est les recopier encore et encore et encore et encore. Vous avez fait des lignes de A, de B, de C quand vous étiez enfant, ben c'est pareil en fait. Il faut faire des lignes de petites voitures, d'ampoules, de petits dessins qui vous parlent. Hop. Et en 6e, et on s'arrêtera avec cet élément-là parce que niveau timing, je pense qu'après, on va garder peut-être un petit peu de temps pour les questions, mais je voudrais quand même vraiment bien voir celui-là parce que c'est un qui, en général, fait un petit peu peur. Donc, on a vu les pictos ici, vraiment les choses de base. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment faire pour nous faire des petits persos. Alors, on ne va pas devenir dessinateur de BD du jour au lendemain. Et pour la plupart des gens, voilà, un petit bonhomme stickman. Quand vous êtes en classe devant les élèves, ça peut très bien fonctionner. Après, je sais que souvent, en tant qu'adulte, on se dit oui, mais ce n'est pas suffisamment bon. Donc, moi, je vais juste vous proposer quelques petits trucs pour aller juste une étape plus loin que le stickman. Donc, la première chose que je vous propose, c'est simplement de faire ce qu'on appelle un gribouillis. Pour le coup, un gribouillis. Donc, vous voyez, j'ai juste fait une tache colorée à laquelle je vais aller tirer deux petites jambes. Je lui mets quand même des pieds. Je vais lui mettre aussi des petits bras et une petite tête. Alors, de là à là, il n'y a pas un grand niveau de complexité en termes de dessin. Mais celui-ci va déjà vous permettre de faire beaucoup plus de choses parce que si vous le voyez, j'ai utilisé ces bras, je les ai pliés, je l'ai posé sur le sol, donc il a moins l'air de flotter que celui-là. Et du coup, directement, ça fait déjà un personnage un petit peu plus travaillé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en changeant la forme du gribouillis que je vais faire, on peut avoir des personnages qui sont un petit peu différents. Donc ça, moi, je vous invite vraiment à partir à la découverte des petits personnages qu'on peut faire, rien que déjà en partant de la forme de gribouillis. Alors, si vous voulez faire des garçons, en général, les garçons, on a des choses plus carrées. Et si vous voulez représenter des femmes, on a des choses qui vont être plus comme des sabliers ou une tornade inversée. Donc ça, c'est pour des femmes et ça, ce sont pour des hommes. Après, si vous décidez des personnages comme ça, pour moi, ce n'est ni masculin ni féminin, ce sont des personnages androgynes. Et je pense que les 3/4 du temps, en fait, ça fonctionne parfaitement bien. Donc ça, c'est le monsieur avec le gribouillis. Si ce monsieur-là ne vous parle pas, je vous propose en fait de tenter les personnages en étoile. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent Keith Haring. C'est un artiste qui dessinait des personnages en fait un peu dans ce style-là, très très coloré. En fait, ici, ça part de l'idée, donc c'est le personnage, on l'appelle l'étoile, ça part de l'idée que l'être humain est comme une étoile à 5 branches, sauf qu'une des branches est remplacée par un rond pour la tête. Et donc ce personnage-là, il peut être très très statique, mais comme vous voyez dans le premier que je vous ai fait ici, il peut aussi s'animer, il peut plier les jambes, il peut plier les bras. Il demande à être pris en main, mais c'est une autre alternative qui ne demande pas nécessairement de dessiner super bien. Ou en tous les cas, d'avoir passé des heures et des heures à apprendre à dessiner. Et alors, si vous voulez simplement en fait faire des bulles de parole, comme j'en ai fait une ici, il n'y a pas nécessairement besoin toujours de dessiner l'entièreté du personnage. Vous pouvez simplement dessiner des bustes. Et parfois, ça suffit. Alors, un buste, c'est très très simple. Vous faites simplement ça. Le simple fait de venir lui mettre une bulle de parole
ici à côté, tout le monde va reconnaître que ceci, c'est un petit personnage qui parle, qui dit je ne sais pas quoi, mais ça, c'est un petit personnage. Et une fois que vous avez ça, ben, vous pouvez vous amuser. Et si vous êtes en train de parler de politique, à une époque, ben, on mettait un petit papillon rouge au personnage. Je ne dirai pas le nom du personnage, à vous de savoir si vous reconnaissez un politique avec un papillon rouge. Ou alors, ici, maintenant, on parle beaucoup de un avec la houppette jaune. À nouveau, je ne donnerai pas le nom du personnage. Vous voyez qui vous avez envie de voir. Et puis, peut-être un peu moins loin des élèves, vous pouvez aussi faire On aurait pu une le faire en mamie, un sondage. papy. Vous pouvez faire un papy, une mamie. Donc voilà. Voilà. Donc il reste une dizaine de minutes et moi en fait je préfère prendre quelques questions plutôt que de continuer. Après je peux vous montrer. Enfin, s'il y a quelqu'un qui veut absolument savoir comment dessiner quelque chose de spécifique, je peux. Il me reste un petit peu de place là pour aller compléter. Mais est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y a des questions. Tu peux revenir un peu. Enfin, tu restes Oui, comme je ça. suis Ah, tu toujours reviens au là. prénom, etc. Alors, on a une première question qui est est-ce que c'est important d'écrire en majuscule? Si vous écrivez très lisiblement en cursive et que les élèves ont l'habitude de voir votre écriture en cursive, il n'y a pas de souci. Moi, je prends le parti d'écrire en majuscule les 3/4 du temps, surtout quand je fais des présentations comme ceci, parce que je suis certaine que ça reste plus lisible. Mais en fait, la question à se poser, c'est est-ce que mon écriture en cursive est bien lisible? Si c'est oui, vous n'êtes pas obligé d'écrire en majuscule. Après, le fait d'écrire en majuscule ou en cursive, ça peut aussi être un véritable outil parce que ça permet de donner de la hiérarchie aux informations qu'on va mettre. Donc tous les titres en majuscule et puis les sous-titres en cursive, ça peut être une façon de procéder. Alors ça, c'était une question d'Aurélie. On a une question de Julie aussi qui est comment anticiper la place sur la page? Comment ne pas utiliser seulement la moitié ou ne pas arriver sans place pour continuer? On a vu que tu étais un peu en difficulté sur la fin. Est-ce que c'est enfin un petit moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est qu'on doit planifier? Est-ce que c'est Alors, ça, je dirais que on n'est jamais à l'abri de ne pas avoir suffisamment de place. Moi, je pense que quand on débute et qu'on fait les choses en direct, on ne doit pas trop se mettre la pression de. Si on a besoin d'une page en plus pour mettre le contenu, on tourne la page et on continue. C'est un peu comme se dire j'ai une page A4 blanche, je vais prendre des notes de façon linéaire, mais je me limite aux 5 cm du dessus. Enfin, oui, non, si tu as besoin de prendre des notes, tu vas simplement déborder et aller plus bas. Donc, et puis après, le simple fait aussi ça dépend si vous êtes la personne qui donne l'information. Normalement, vous savez de quoi vous voulez parler, vous avez déjà une idée, donc vous pouvez essayer de préparer la structure dans votre tête. Si vous êtes par contre en train d'assister à une réunion et en train de prendre des notes, là, c'est la pratique qui va vraiment vous aiguiller. C'est aussi le fait d'être très attentif à ce que l'orateur ou ce que les gens qui sont en train de parler vont dire. Donc moi, par exemple, je vous avais dit que j'allais d'abord un petit peu vous expliquer le contexte et ce que c'était que le sketchnote avant de rentrer vraiment dans les éléments du sketchnote. Mais ça, quelque part, si vous étiez en train de sketchoter depuis le début, ça aurait déjà dû vous mettre la puce à l'oreille qu'il y avait quelque part un petit peu deux parties au webinaire, à ce que moi j'allais vous partager. Et après, connaître les différents types de mise en page, quel type de mise en page pour quel type de contenu. Ben là, on n'a pas vu les mises en page, donc c'est un peu plus compliqué d'expliquer, de rentrer plus en détail là-dedans. Alors, on avait aussi une question de Laurent qui se demandait si tu avais déjà expérimenté avec des élèves du spécialisé le sketchnote. Est-ce que c'est quelque chose de faisable ou pas? Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ouais. Moi, je l'ai expérimenté, j'expérimente avec mon fils. Donc, les élèves du primaire classique, il n'y a pas de souci. Après, moi, je pense qu'à partir du moment où les élèves savent un minimum écrire, parce les mots font quand même partie intégrante du sketchnote, je pense qu'à partir du moment où il y a de l'intérêt, il y a moyen de faire des choses avec eux. Moi, je suis persuadée. Après, il faut prendre le temps, mais je suis persuadée que ça pourrait fonctionner. Et je suis persuadée que si je fais le tour de toutes les personnes que je connais dans le milieu de la fascination visuelle, il y en a qui vont me dire « Ah oui, moi, je l'ai déjà fait dans ce contexte-là, dans ce contexte-là. » Donc,
Alors, profitez encore du moment de questions. Pour le moment, il n'y a plus de questions dans la partie questions, mais juste quelques petites remarques. Il y en a qui, grâce à toi, vont pouvoir occuper les 2 journées de congés supplémentaires qu'ils ont reçues parce qu'ils sont super motivés à faire des sketch notes pendant ces 2 jours-là. On a Martine aussi qui nous informe, enfin, on pourrait faire ça pour décorer les hôpitaux, pour encourager les soignants, mais je pense que tu fais ça dans beaucoup de domaines aussi. Tu disais récemment que tu avais améliorer toute l'illustration d'un livre qui était qui était pas grandement visuel, mais que tu as pu amener vraiment des touches visuelles grâce au sketchnote, quoi. Donc, Oui. on peut l'appliquer dans tous les thèmes de la vie, au fait. On peut l'appliquer dans tous les thèmes de la vie. Par contre, il y a des raccourcis qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se dire que parce que je vais dessiner ou sketchnoter, ça va me prendre moins de temps que d'écrire un document de 4 pages avec du texte en police de caractère Arial taille 12. Ça, c'est vraiment un faux raccourci. Ça prend au moins autant de temps à faire un chouette sketchnote, une chouette communication avec un mélange de dessin, de texte et de mouvement qu'il ne faut pour faire un texte un peu sympa. Donc, c'est pas un raccourci, c'est une façon différente et pour moi plus optimisée de transmettre une information. Donc voilà. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Enfin, nous, on fait des vidéos pour les hôpitaux. J'ai fait des affiches pour les hôpitaux. J'ai accompagné dans certains hôpitaux, dans les départements. Enfin, le retour à la maison après l'accouchement. Enfin, donc voilà, j'ai accompagné des infirmières et des sages-femmes qui discutaient de ce sujet-là. Assez improbable, je n'aurais jamais parié dessus, mais oui, pourquoi pas. Donc voilà. Le harcèlement à l'école, Ouais, ça se dessine aussi. Tout à fait. J'ai fait une fresque de 7 mètres avec 120 élèves. C'est pas sur le harcèlement, c'est sur la lutte contre le harcèlement. Tout à fait. Donc voilà. On a encore on a encore des questions qui arrivent, c'est chouette. N'hésitez pas, hein, franchement, c'est le moment. On refera une petite pause question parce que Paul, on a 1 heure et demie, on a jusqu'à 1 heure et demie de webinaire aujourd'hui, donc on peut voir un peu plus large. Hein. Pour les élèves de maternelle qui ne savent ni lire ni écrire, est-ce que tu as des petits trucs à proposer? Les élèves de maternelle qui ne savent ni lire ni écrire, enfin, ils peuvent déjà commencer à faire pas mal de trucs rien qu'avec les dessins, en fait. À la place de leur donner, parce que souvent, enfin, alors, je ne viens pas du milieu de l'enseignement, mais si moi je me base sur mon expérience de mes visites dans les classes de maternelle de mon fils, toutes les règles ou les choses à faire ou à ne pas faire dans la classe, tout était déjà visualisé en fait par les enseignants avant même que les enfants ne mettent les pieds dans la classe. La météo, par exemple, moi dans la classe de mon fils, ils faisaient la météo du jour, et donc il y avait plein de petits pictos et les enfants utilisaient ça tous les matins pour dire comment ils se sentaient, tout ça. Le simple fait en fait de ne pas simplement leur avoir donné tout cuit, tous les pictos tout faits, mais simplement d'avoir demandé aux enfants de me dessiner. Si tu me dessinais un nuage, comment est-ce qu'il est le nuage quand tu n'es pas content? Ouais, pour qu'eux-mêmes créent déjà leur premier dessin. Alors, probablement pas faisable avec des enfants qui sont en prématernelle, mais je pense qu'avec de ceux qui sont en 2e ou en 3e maternelle, ils savent déjà dessiner un soleil, un nuage, et puis même s'ils ne parviennent pas directement à faire le bon picto, l'enseignant peut le travailler avec eux. Enfin, les pictos de la météo, pour moi, clairement, c'est quelque chose qui pourrait être co-construit avec les élèves de la classe. Pas avec un, mais avec le groupe d'enfants pour avoir un consensus sur qu'est-ce que c'est que pour eux un nuage quand on n'est pas de bonne humeur, quoi. Mais je pense qu'il y a plein de méthodes pédagogiques qui permettent d'aider les maternelles. Hein. Dans d'autres domaines, vous pouvez faire du tutorat avec des plus grands, ils peuvent faire une activité en cycle 5-8, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi les élèves qui peuvent les tirer par le haut et les accompagner. Alors, on a des questions sur ton livre, Paul. Est-ce que c'est un peu le moment de l'expliquer ou pas, en sachant que tu as un autre livre aussi. Je ne sais pas si tu comptais en parler ou si tu comptais l'expliquer. Donc, je ne comptais pas spécialement en parler, mais vu que tu me tends à la perche. Donc ici, en fait, donc moi, je vous ai fait ici, vous vous rendez bien compte que c'était super rapide et que ça ne couvre pas l'entièreté des informations. Et ici, en fait, moi, j'ai fait un petit support de formation. Donc, normalement, les gens qui viennent à la formation d'une ou deux journées, voire de 3 journées dans le secondaire, je remets ce petit formulaire qui va expliquer ce que c'est que le sketchnote. Et je vais juste prendre, par exemple, le lettrage. C'est quelque chose qu'on a vu ici, donc c'est l'écriture. Et donc ici, j'explique plein de choses sur, par exemple, le fait il faut essayer d'écrire droit le plus souvent. C'est une mauvaise idée d'écrire en arrondi, d'écrire quand ça monte, d'écrire quand ça descend. C'est beaucoup plus compliqué à déchiffrer. Alors, on peut le faire une fois toutes les 6 lunes parce que ça s'y prête, mais franchement, prenez l'habitude d'écrire en droit, c'est ce qui est plus lisible. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le fait d'utiliser le cursive ou les majuscules, les différents types d'écriture pour donner de la hiérarchie, ici, voilà, dans le livre, ça vous explique ça.
si vous trouvez que votre écriture, même si vous êtes devant les tableaux toute la journée, vous dites moi mon écriture elle est pas top top, j'aimerais vraiment pouvoir m'améliorer. Ben, ici on vous donne des petits trucs sur comment faire pour améliorer son écriture. Oui, ici après on vous montre un petit peu trop, voilà, plein d'exemples de typos que vous pourriez vous approprier. Donc les approche un petit peu pour que vous voyez. Ce sont des choses qui sont assez faciles à recopier, qui ne demandent pas de très très grandes compétences. Après, quelque chose comme le smile, ici, lui va demander une meilleure maîtrise, une bonne connaissance des lettres en fait. Mais bon, là, il y a un petit truc tout simple. Hein. Vous écrivez smile au crayon et vous passez autour avec un marqueur ou un bic pour donner de l'épaisseur tout en gardant cet aspect cursif. Et donc, ce petit carnet-ci couvre à peu de choses près toutes tous les ingrédients que je vous ai donnés ici. Vous allez les retrouver ici. Les listes à puces, les conteneurs, les lignes et les flèches, les pictos. Je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, je vous ai juste parlé ici du point, de la ligne droite et de la courbe. Si vous regardez, en fait, ici, ben, on a identifié plus d'éléments. Donc voilà, c'est un support pour les gens qui ont fait la formation. C'est aussi un support pour celui qui veut aller un petit peu plus loin dans le sketchnote par lui-même, sans pour autant être pris à 100% par la même, parce que, comme je vous explique, c'est un support de formation. Donc, on vous explique ici ben, les personnages, on vous en montre d'autres types de personnages, d'autres styles de personnages. Après, on vous les met en position. Et donc, c'est notre support de formation. On a la grosse question, comment se fournir ton livre, Paul? Parce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, on rigole un peu, mais on a lancé un webinaire sketchnoting pendant la situation Covid, et Paul a été débordé de demandes du livre qu'elle a créé, donc il n'est pas en rupture de stock, rassure-nous. Non, il n'est pas encore en rupture de stock. Mais je pense, honnêtement, Jonathan, le plus simple, c'est tu as les emails de tous les participants. Je vais t'envoyer les instructions, comme ça les participants ont directement les instructions. Pour pouvoir l'avoir en direct. Oui. Et alors, je dois quand même dire quelque chose, parce que je ne voudrais pas qu'on vienne me dire « Ouais, tu aurais dû nous le dire avant de… » Donc là, ce que vous avez vu, c'est le support de formation. Et puis, en fait, ici, il y a le livre. Alors, attention, spoiler, il va partir à l'impression. C'est pour ça qu'il a encore des petits autocollants. Mais en gros, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a 3 fois plus de pages que… regardez, je ne vais pas vous mentir, le chat, le persan contre le vrai chat. Donc 10 sur 10 en cours de dessin avec celui du persan, mais à côté, le petit chat qui dit mais c'est quoi ton message, chat, persan, couché? Donc voilà. Qui puisse faire la mise au point. Et donc, on a le livre qui est en cours de révision, avec à la fin, en plus, des témoignages d'autres sketchnoteurs, donc vous allez pouvoir découvrir d'autres styles. Donc voilà, ça c'est un livre de 128 pages qui devrait être disponible dans le courant du mois de novembre. Là, j'ai fait la demande pour avoir le numéro d'ISBN, et une fois que j'ai ça, il partira à l'impression. Alors, il demande le prix, mais ça, tu ne le sais pas encore, hein, je pense. Alors, celui-ci, je le sais. Celui-ci, c'est 8 €, frais de port inclus. Après, c'est 5 € pour les gens qui ont l'occasion de venir me trouver et de récupérer de la main à la main, mais bon, c'est assez rare. Et je suis désolée, la poste coûte cher, donc c'est 8 € pour l'envoi. Et alors, celui-ci, à mon avis, avec les frais d'envoi, il tournera à 25 €. Mais je ne saurais vraiment, il faut que je puisse le peser et tout ça pour savoir. Donc, alors, je précise qu'on n'est pas un organisme de vente, hein, c'est juste que tes livres ont vraiment fonctionné par rapport en lien avec nos webinaires, etc. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vous ai envoyé un lien avec les formations EduLab. Toutes nos formations sont gratuites et Paul et sa collègue Lise donnent des formations dans le cadre de l'IFC. On a une dizaine, on a 5 sessions, une dizaine de jours, oui, à Gosselies. Et donc, toutes ces formations sont gratuites et en 2 jours, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, Paul, pendant que tu présentais, j'ai lancé un petit sondage. Ceux qui n'y ont pas encore répondu peuvent y répondre. J'ai demandé quels, selon eux, est les outils les plus compliqués à prendre en main.
Et je les ai recités, Oui, parce que comme ça, on pourrait peut-être donner encore quelques petits oui, conseils oui, pour celui qui est le absolument. plus complexe. Donc, je vais Oui, laisser un petit peu de temps pour laisser voter tout le monde. Ça se joue entre les pictos et les persos, hein. Donc, ça. ce sont les choses les plus complexes. Ouais, bah, c'est les pictos qui prennent la main, en fait. Donc, est-ce que tu aurais des petits conseils pour les pictos et peut-être un peu pour les persos aussi, parce que ça se chevauche un peu dans les résultats. Donc, est-ce que tu aurais des conseils supplémentaires à donner à nos participants? Mais en fait, moi, je vais faire ce que quand on fait la formation en présentiel, en général, ce que je fais, c'est je vais prendre des objets qui sont à portée de main. euh, et je vais simplement proposer à tout le monde de faire en général le même exercice. Alors, hop, hop, la feuille au milieu. Je prends des objets du quotidien. Donc, bah, ici, j'ai pris ce que j'ai à portée de main. J'avais pas spécialement prévu. Donc, voilà, ici, par exemple, un tube de colle. Donc, je, je vais leur remettre le bouchon parce qu'autrement, je vais avoir de la colle partout sur ma page. Donc, c'est juste pas gérable. Et puis alors, ce qu'il faut faire, la première chose à faire, et c'est peut-être pas la partie où vous dites ah, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus j'essaie juste Euh, de faire la mise au point parce Je que me demande si c'est pas ton appareil très net. photo fait pas des photos à l'infini. À mon avis, tu as le bouton Ouais, photo c'est qui est ça. bloqué. Ouais. Voilà. Merci Laurent, parce que Laurent est là, et il s'occupe de Laurent la à l'œil. modération et il nous a donné un petit conseil. Merci Laurent pour ton aide. Merci, merci, merci. Mais donc, une des premières choses quand vous voulez apprendre à dessiner des pictos, c'est de prendre des objets de votre quotidien, les choses qui vous entourent, éventuellement les choses dont vous allez avoir besoin ou les choses que vous aimez simplement dessiner, et d'essayer d'observer l'objet. Alors, ne l'observez pas sur toutes les coutures, ça ne sert à rien. Vous prenez un angle de vue et vous vous y tenez. Parce que quand on dessine des pictos pour le sketchnoting, on dessine en 2 dimensions. Donc ça, c'est peut-être la première chose à retenir. Donc n'essayez pas, quand je vous ai montré tout à l'heure de dessiner une voiture, on n'est pas dans la 3D de la voiture où on va dessiner les roues qui ont fatalement de la profondeur, donc on va avoir le châssis. Et puis alors on va faire, ouais mais attends, parce que la voiture elle est en fait comme ça, et puis elle a des autres roues là. Quand on va dans la 3D, on complique énormément pour rien. Donc vraiment bien se dire 2D. Donc on prend un angle de vue et on s'y tient. Donc, par exemple le pot de colle, ou par exemple, peut-être que ceci c'est un brin plus sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est simplement un mètre ruban. Première chose à faire, c'est se dire c'est quoi les formes de ce mètre ruban. Donc, si moi je regarde les formes de ce mètre ruban, je vais dire bah, ça me semble évident que mon mètre ruban, il a un rond au milieu. Et puis alors, il a un boîtier autour qui, lui, pour le coup, n'est pas complètement rond. Il est pas arrondi, mais on a plus ou moins quelque chose comme ça. Si je me base sur la partie qui est noire, j'ai plus ou moins quelque chose comme ceci. Bon, ici, j'ai un petit quelque chose de rouge. Là, j'ai un petit quelque chose de rouge aussi. J'ai ici ce qui va venir me permettre de caler le mètre ruban. Et puis, ce qui va faire que ceci, on va pouvoir le lire comme un mètre ruban, ça va être le fait que, bah, pour vraiment bien voir que c'est un mètre ruban, en fait, l'idéal, c'est de faire comme ceci. Hop, hop, petite partie métallique au bout. Et puis ici, je vais mettre les gradations. Ceci, c'est ma version, là maintenant, en live, de 1 mètre ruban. Donc, observer, décomposer et améliorer. Cette étape-là, elle est importante parce que maintenant que je le vois, le mètre ruban, je me dis, oui, en fait, j'aurais peut-être dû choisir un angle de vue qui serait différent. Et pour moi, l'angle de vue du mètre ruban, si je devais le redessiner, je le dessinerais ouais, peut-être bien plus comme ceci et je mettrais les centimètres à côté. Donc, vraiment bien prendre le temps de choisir la bonne orientation. Donc, ça, c'est la méthode pour celui qui veut vraiment faire les choses comme il faut et surtout se donner les outils pour pouvoir sketchnoter tout et n'importe quoi. Deuxième option, et c'est tout ce qui est les livres de picto. Donc en fait, vous connaissez les dictionnaires pour les enfants, ou pour les adultes d'ailleurs, hein, le Larousse entre autres.
il existe des dictionnaires de pictos qui vous permettent en fait de récupérer les pictos qui ont été faits par quelqu'un d'autre. Et je vais peut-être juste repasser derrière moi parce qu'on en a un bel exemple. En fait, si vous regardez derrière moi, ici, derrière, c'est plein de pictos que nous, on a dessinés. Mais il existe des dictionnaires de pictos où vous allez trouver tous des pictos comme ça sur plusieurs centaines de pages. Ce sont des choses assez faciles à redessiner et assez faciles à s'approprier. Donc, les livres de pictos, alors en général, ils coûtent quand même assez cher. Du coup, moi, je vous propose plutôt de faire l'alternative rapide, toujours disponible. Vous allez sur Google et vous filtrez sur Images et sur Clipart. Tu as une page web de disponible facilement, Jonathan? Pour partager? Ben oui, comme ça, Ouais, tu peux faire la recherche. je te la partage. Oui, je te dirai simplement où cliquer, quoi. Alors, je te partage ça tout de suite. Donc, logiquement, vous voyez mon écran un peu. Voilà. Normalement, tout le monde Voilà. voit mon écran. Dis-moi. Ben, tu fais simplement une recherche sur Maître Ruban. Enfin, c'est pas vraiment Maître Ruban, ça, c'est un maître de bricoleur, c'est ça? On en C'est retrouve. pas grave, ça va fonctionner. Ouais. Tu vas dans Images. Je vais dans Images. Oui, c'est important de faire les bonnes étapes de recherche. Et alors, là, au niveau de Images, tout au bout, tu vois Outils. Ouais. Dans Outils, tu filtres sur Type Clipart. Type Clipart. Voilà. Remonte un petit peu. Je ne sais pas si ça a filtré exactement. Je ne suis pas certaine que c'est beaucoup filtré, non. Parce que normalement, on a quand même des visuels qui sont beaucoup plus... Bah, autrement, si ça ne fonctionne pas comme ça, tu mets Maître Ruban plus Picto. S'il te plaît. Sans vouloir te diriger. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça, non? Oui, oui. Et donc là, vous voyez, ici, si on regarde par exemple le ruban mesuré, le bleu, enfin un des deux premiers, vous voyez que quelqu'un a fait en gros, il est quand même assez similaire à ce que moi j'avais fait pour pouvoir faire quelque chose pour recopier le picto en fait. Et donc quand vous voyez le picto, vous vous dites, bah, celui-là, c'est le bon, il est suffisamment simple pour moi, il a un style qui me plaît. Il faut simplement le recopier, le recopier, le recopier, le recopier, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que vous maîtrisez et vous ne devez plus vous poser la question de savoir qu'est-ce que je dois avancer comme objet ou comme forme pour dessiner un mètre ruban. Et alors, le quatrième truc que je veux donner, toujours sur le web en fait. Ah, Mais attends, je repartage mon écran alors. ben, je vais le mettre ici par écrit, comme ça ils auront quand même la référence. C'est un site web qui s'appelle The Noun Project. TheNounProject.com. Je pense que c'est un .com. Laurent va de toute manière le partager dans le chat, ne tracasse pas. Tu veux que je le montre ou tu préfères Ben, comme ça, tu peux le montrer, comme ça les gens voient directement ce que c'est et voir si ça peut leur être utile ou pas. Alors, The Noun Project. Et tu as raison, c'est bien un .com. Et donc ça, en fait, c'est une librairie. Pour le coup, c'est une librairie. C'est une librairie de picto. Il y en a d'autres de librairies de picto. Celle-ci, elle est en anglais, mais j'en ai une aussi qui est disponible en français. Ouais, donc si tu cherches arbre, tu vas trouver plein des petits pictos d'arbres. Et comme vous voyez, il y en a ceux qui sont très très simplifiés. À nouveau, quand on cherche le mot arbre, est-ce qu'on cherche sapin de Noël, est-ce qu'on cherche arbre avec des feuilles ou arbre sans feuilles? On voit ici la variété pour le terme arbre. Ça marche aussi en français. Et ça marche aussi en français, mais pas avec tous les termes en fait. Ah oui, d'accord, ok. Normalement, ça fonctionne dans plusieurs langues, mais j'avoue que c'est surtout l'anglais qui fonctionne pour The Noun Project. Mais ça a l'avantage de vous offrir une bibliothèque immense de pictos que vous pouvez réutiliser ou simplement que vous pouvez utiliser pour vous inspirer. Donc voilà. Et le dernier que je peux vous partager, parce que ce sont tous les imagiers pour enfants. Donc,
Les enfants, quand ils sont petits, ils ont en général des livres où il n'y a que des images et où il n'y a pratiquement pas de mots, où il y a le mot et l'image. Ben, en fait, tous ces dessins-là sont déjà extrêmement simplifiés et ils sont vraiment faits pour pouvoir être facilement pris en main et recopiés. Donc, par exemple, il y a, moi je me souviens dans les livres de mon fils, il y avait, ça devait être une des toutes premières images parce qu'elle m'a vraiment marqué. Et il y avait, on va voir si vous reconnaissez ce que c'est. Voilà, c'était un tambour. Et donc, les imagiers pour enfants ont fait ce travail de simplification des objets du quotidien. Par contre, une des choses qu'ils ne font pas, et donc ça, c'est une des démarches que vous devez faire, c'est vous dire, mais à quoi ça va me servir de savoir dessiner un tambourin, une montgolfière. Mais en fait, c'est de vous poser la question de dans quel contexte est-ce que je pourrais utiliser le tambourin? Ben oui, en période de carnaval, bon, d'accord, mais c'est peut-être pas la seule raison de pouvoir utiliser le tambourin. Le tambourin, ça pourrait peut-être être quelque chose qui fait beaucoup de bruit, parce que c'est quelque chose de super important et que vous savez que les enfants vont devoir s'en souvenir pendant toute l'année. Ben peut-être que si vous expliquez aux enfants qu'il y a un tambourin à côté de chacune des choses qui est importante à retenir dans le cadre du cours, ça va leur parler. La montgolfière, ça peut être simplement parce que ben, vous avez passé beaucoup de temps sur un sujet et que vous vous dites, ben voilà, maintenant on va faire un petit peu un résumé de ce qu'on a vu pendant le trimestre passé, le semestre, la semaine, je ne sais pas. On va prendre de la hauteur. Ben, la montgolfière, en fait, elle se prête à prendre de la hauteur. Donc, pour tout ce qui est les résumés, les vues globales d'un sujet, la montgolfière pourrait être tout à fait pertinente. Alors, on a encore quelques questions. Il nous Oui, reste un gros quart d'heure. Je te propose de répondre aux je dernières t'écoute. questions et je pense qu'il y en a une qui va nous faire montrer quelque chose. On en discute après, mais la première chose, c'est quelle marque de feutre est-ce que tu utilises? Parce que ça, c'est une bonne question. Il y a des feutres qui tâchent, il y a des feutres que quand on passe sa main dessus, c'est pas très agréable. Je suppose que tu en as testé plusieurs. Ben, j'en ai testé plusieurs, je continue à les tester. Moi, je dirais que le matériel ne devrait pas être la première chose, mais bon, puisqu'on on me pose la question, il y a les marqueurs comme ça. Alors, ici, il est marqué Sketch One, mais c'est les Stadler, Staedler, qui ont l'avantage de ne pas baver. Donc, si vous repassez après avec un fluo ou avec un marqueur jaune ou un marqueur orangé, votre jaune ou votre orangé ne va pas être sali par le noir. Donc ça, c'est les Stadler. Et alors, ils ont plein de... Je ne sais pas s'il va falloir... Tes Ouais, numéros? si vous voyez ici, ouais, ici c'est un 0,7. Donc, ils en ont de plein de tailles différentes. Moi, un de mes conseils, c'est quand vous faites du sketch note, de ne pas prendre des choses super, super fines. Donc, ne prenez pas des pointes de 0,2 ou un simple bic. Un marqueur ou quelque chose avec une pointe un peu plus grosse sera beaucoup plus efficace parce qu'aussi, c'est beaucoup plus lisible qu'au bic ou au crayon. Donc, voilà. Ça, c'est les Stadler. Les autres, et ça c'est un petit peu la Rolls-Royce des personnes qui font de la facilitation visuelle, ce sont ces marqueurs-ci, qui sont, ben, pour le coup, ils sont plus gros. Donc, mais ici, je fais juste des traits pour que vous voyez la différence. Ils sont plus gros, mais à nouveau, ceux-ci, ben, ici, moi j'ai un jaune, je peux aller faire mon jaune à côté, le jaune ne va pas baver. Ah ouais. Et je n'ai pas dû attendre que ça sèche ni rien, c'est pratiquement immédiat. Si vous voyez la pointe de mon jaune, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est déjà noir, mais c'est pas de la maintenance, c'est parce que je l'ai utilisé à d'autres moments avec des marqueurs qui ne s'y prêtaient pas, et donc ça pose Ça problème. posait le problème. Donc ouais, ça pose problème. Et autrement, en dehors du noir, qui pour moi, ben, ça doit être un qui ne bave pas. En termes de marqueurs, plutôt que d'avoir une quantité de marqueurs et toutes les couleurs en termes de marqueurs, moi, je vous propose plutôt d'investir dans quelques marqueurs, les doubles pointes. On trouve ça dans le matériel pour enfants. Hein. Ceux-ci, ce sont des Tombow, mais il y a les mêmes chez Gecko,
Ils se vendent par pochette de 5 et on a une déclinaison de couleurs. Alors, l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils ont à la fois des plumes. Donc, si vous voulez faire un grand aplat de couleurs, ça va super vite. Mais en même temps, si vous voulez aller écrire, avec le même marqueur, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, ce sont des marqueurs qui sont réversibles. Et alors, c'est une des choses dont on n'a pas discuté. Attends, une dernière chose. Une des choses dont on n'a pas discuté, c'est quand on fait du sketchnoting, avant de vous poser la question de choisir quelle couleur, choisissez un gris. Parce que le gris, c'est ce qu'on va utiliser pour mettre de l'ombre. Alors ici, avec la lumière du soir dans mon bureau, il ne fait pas super clair, on ne le voit pas très, très bien. Mais c'est une des choses qui va vraiment donner du peps pratiquement à tous vos visuels, le simple fait d'aller rajouter de l'ombrage. Et donc, avant de choisir vos couleurs, investissez d'abord dans un feutre gris et je dirais même une plume, en fait. Quelque chose qui permet vraiment d'aller faire des traits comme ça assez rapidement. Voilà, je t'écoute. Alors, on avait aussi une question de Linda qui posait la question si tu as aussi des sites pour du lettrage. Est-ce que tu as de la même manière que tu avais des sites pour les pictos, est-ce que tu as des sites qui donnent des exemples pour les lettres? Alors, j'ai pas de site parce que pour les lettrages, en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est Pinterest. Pinterest. Alors, oui, désolé. Non, tout à fait. Je m'attendais pas à cette réponse, en fait. Mais c'est vrai que Pinterest, on retrouve énormément de choses dessus. Mais Pinterest, et vous faites une recherche sur Pinterest. Vous faites une recherche sur typo manuscrite ou écriture à la main, et vous allez avoir plein de possibilités. Autrement, pour les typographies, enfin, pour les lettrages un peu sympas, vous pouvez aussi aller chercher dans les Dafont. Donc, c'est un site pour télécharger des polices de caractères. Ah Mais oui, tu as dans tous les Dafont, exemples. vous pouvez choisir uniquement qu'il vous montre uniquement les polices manuscrites. Et donc, ça peut vous inspirer. On nous pose une question, et je ne sais pas si on a le temps, parce qu'il nous reste 10 minutes, tu me dis si tu as le temps ou pas, autrement Non, on verra les choses autrement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dessiner ou faire des sketch notes sur Word avec des copier-coller, des pictos et des flèches? Je pense que tu as autre chose que Word, mais est-ce que tu peux quand même déjà répondre à la question? Est-ce qu'on aurait l'occasion de montrer rapidement ce que tu fais de manière numérique, ou est-ce que c'est techniquement envisageable là maintenant? Oui, on peut faire 36 000 choses avec Word, ça c'est clair. Maintenant, je vais vous montrer la tablette. Alors en attendant, je rappelle quand même à tous, parce que vous me posez des questions, est-ce qu'on aura accès au chat, est-ce qu'on aura accès au replay, etc. Vous avez accès à tout, en fait. À la fin de ce webinaire, le même lien vous renvoie vers la même plateforme où vous aurez le replay qui va se lancer après 3-4 minutes à la fin de ce webinaire. Donc, et vous aurez toujours accès au chat. On verra avec Laurent si on va récolter tout ce qui a été partagé pour vous le retransmettre, mais vous y avez naturellement accès, quoi. Alors, ici, je suis donc sur la tablette, sur une application, et c'est une application qui me permet assez rapidement de faire des dessins comme ceci, mais qui me permet aussi d'aller ajouter du texte. Et là, je peux taper. Après, je ne passe pas des heures à choisir la bonne police de caractère ou quoi que ce soit, mais donc voilà. Alors ça permet de faire aussi plein de choses qui graphiquement vont devenir intéressantes. Et donc, quand on maîtrise cet outil-ci et qu'on se débrouille un petit peu en dessin, on peut faire énormément de choses. Et alors, cet outil-ci, il est aussi super sympa parce qu'en fait, il vous permet d'importer des dessins, d'importer des photos. Je ne sais pas si vous donnez, par exemple, un cours de sciences aux élèves et que vous leur apprenez le cycle de l'eau, vous pouvez avoir le cycle de l'eau et aller simplement réécrire par au-dessus ou redessiner par au-dessus. Donc, il suffit simplement de insérer une photo. Je ne sais pas si j'ai des photos qui vont vraiment s'y prêter. Je prends celle-là. Alors, il y a peu de chances que ce soit le type de photo que vous ayez besoin d'insérer dans vos visuels à vous. Ce sont des nœuds marins, donc voilà. Et donc, soit vous utilisez le dessin tel quel et vous allez venir ici écrire votre texte. Donc, ça doit être un nœud en 8, je pense.
Soit vous pouvez vous dire, mais en fait, moi j'aimerais bien qu'on croie que c'est moi qui ai fait les dessins. Ce serait quand même plus cool, hein. Donc, je vais simplement venir ici quelque part redécalquer. Je ne vais pas faire l'entièreté du nœud, hein. Je fais juste le début, que vous compreniez le principe. Alors moi, j'ai l'impression que Paul, tu es une fan de teasing, hein, parce que tu es en train d'expliquer un truc et t'as pas donné le nom, et il y a tout le monde qui veut savoir le nom. Mais je te laisse le bon moment pour donner le nom de l'application, hein, ça va? Ah oui, le teasing, c'est trop mon truc en fait. Et ici, donc, je viens cacher l'image, et donc voilà, je récupère le nœud. Ici, vous vous rendez bien compte que je le fais super vite avec un gros marqueur, mais en gros, voilà. Et donc, le nom de cette petite application merveilleuse, c'est Procreate, qui est l'application qu'on utilise chez EduLab pendant les formations pour vous apprendre à faire en fait du sketchnoting sur tablette. À savoir, avant qu'on te pose la question, ça ne tourne que sur Mac. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas sur Mac, mais souhaitent quand même se dire je vais utiliser aussi l'intérêt de faire du digital, il y a une autre application qui s'appelle Sketchbook. Alors, il y a la version Pro. Pour commencer, vous n'en avez pas besoin. Celle-là, je pense, est gratuite. Et celle-là, Procreate sur les iPads, iPhone et compagnie, elle est à moins de 10 euros. Et on la paye une fois et on l'a pour toujours. Donc, c'est pas quelque chose de mensuel, quelque chose qui revient. Et Alors, vous dire Sketchbook, aussi on que peut l'utiliser sur les tablettes Android, hein, c'est ça? sur les deux, en fait. Sur Donc, les deux. ça, ce n'est que Apple. Et ça, c'est Apple et Android. Ah, je crois qu'on a perdu ton... Ça s'est rebloqué, je À pense. nouveau, Ouais, je pense que ce sera la dernière fois. je suis vraiment désolée pour ce petit souci technique. Non, tracasse. Donc voilà, donc ça c'est Apple et Android, et ça ce n'est que Apple. Et alors dans les deux cas, que vous soyez sur Android ou sur Apple, si vous voulez faire du sketchnote et donner l'impression que c'est relativement fluide, il faut un stylet. C'est pour moi pratiquement, c'est un incontournable, quoi. Donc pas nécessairement un Apple Pencil si vous êtes sur Apple, mais un stylet. Si vous êtes faire les choses au doigt, c'est beaucoup plus difficile d'être précis, quoi. Si vous faites les choses au doigt, il faut vraiment zoomer, et puis il faut faire très attention à où on met le doigt. Alors qu'avec le pencil, on voit clairement où on va le mettre, quoi. Que ici, voilà. Alors, on demande s'il faut un stylet spécial, mais je pense que tu es quand même bien plus précise avec les stylets de chez Apple, qui sont quand même un Ouais, budget aussi, à fond. mais Ouais, il existe malheureusement, oui. ouais, il existe des alternatives un peu moindres, mais peut-être pas avec la même performance, quoi. Non. Et pour les gens qui n'ont ni tablette ni Android, qui disent mais je n'ai qu'un pauvre PC, mais qui sont quand même vraiment à fond motivés, qui veulent vraiment se dire ben, moi en fait je voudrais vraiment pouvoir le faire de façon digitale ou numérique, il existe des tablettes graphiques, et les tablettes graphiques de base qu'on branche donc sur un ordinateur classique. Pour moins de 100 euros, c'est possible de trouver une tablette graphique de nos jours. Ouais. Donc c'est quand même, l'investissement est quand même beaucoup moins élevé que pour une tablette, mais par contre il faut être un petit peu plus geek ou porté sur la technologie pour découvrir comment ça fonctionne. Alors, on va répondre à la dernière question avant de conclure de Mélanie. Est-ce que cet outil est plus adapté à des maternelles pour réaliser un imagier? Je pense pas que les maternelles pourraient facilement prendre l'outil en main, mais en tout cas, pour l'enseignant, il y a moyen d'avoir des visuels plus... L'outil Procreate? Oui. Pour les maternelles, à mon avis, c'est trop petit. Par contre, les primaires, mais sans souci, quoi. Mon fils, il me vole mon iPad depuis qu'il a 5-6 ans. Je pense que troisième maternelle, en fait, déjà, ça fonctionne. On pourrait commencer. Oui. Ah, mais peut-être pas avec les maternelles, pas avec une application comme ça. Il y a des applications beaucoup plus simplifiées où les enfants doivent juste choisir quel crayon et quelle couleur. Ils n'ont pas besoin de connaître les calques. Enfin, voilà, ceci, c'est aller trop loin en termes de complexité d'application pour des maternelles. Mais il y a des applications qui seraient tout à fait à la portée des deuxième, troisième maternelles. Et tu as des noms à conseiller comme ça ou... Il faudrait que j'y regarde. Il faudrait que pour ne pas dire de bêtises, il faudrait que j'y regarde et que je vérifie ce qui est encore disponible à l'heure actuelle. On le renverra par après, ne tracasse pas. Oui, si tu veux bien, oui.
Ah ben, je t'invite à revenir près de moi parce que ça va être plus gai de te voir un tout petit peu. Je tiens à te féliciter pour le webinaire que tu viens de faire parce que c'est chaque fois un bon moment avec toi. J'ai lancé 2 sondages pendant la conclusion. Donc, qu'est-ce que ce webinaire vous a amené? Est-ce que ça vous a donné confiance en vous, les bases du sketchnoting, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'appliquer la technique en classe, des idées pour synthétiser mes idées autrement? Et est-ce que j'aimerais une suite à ce webinaire pour développer davantage la technique, découvrir le mind mapping ou découvrir le sketchnoting? Donc, pendant le temps que vous répondez, ben, nous allons conclure. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment à notre compagnie. Je ne sais pas si pour beaucoup d'entre vous, c'était votre première expérience en webinaire. On organise 2 autres webinaires pour la FOSEF, un webinaire sur les TBI et un webinaire sur l'utilisation des tablettes en classe. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour conclure, Paul. Ben moi, je voulais juste quand même dire merci à Laura, Pauline et à Jonathan qui, quelque part, ont aussi aidé à faire de ce webinaire quelque chose d'un peu sympa, de bien organisé. Donc, c'est eux qui répondent aux questions derrière et tout ça. Donc, Oui, pour parce moi, que en tant que Pauline, participant, c'est sympa aussi quand même. c'est gentil. Parce que c'est vrai que Pauline, on n'en a pas parlé, mais Pauline, c'est l'organisatrice des webinaires en manière générale. Elle était là pour surveiller que tout fonctionnait bien. Et, Laurent était dans le chat. Moi, en tant qu'animateur, il y a toute une équipe derrière, en fait. Hein, donc, c'est vraiment quelque Voilà. chose de plaisir. Avant de vous quitter, je vous partage un dernier lien. On organise un événement avec des formations en numérique. Il reste quelques places. N'hésitez pas à aller voir. C'est 12 ateliers. Ils sont gratuits. Et ça se fait en soirée aussi. C'est la première fois qu'on testait le format en soirée aussi. Hein, donc, ça s'est pas mal passé. Les enfants sont peut-être déjà au lit. Enfin, la mienne, c'est pas le cas en tout cas. Mais peut-être que voilà. Donc, je reviens vite sur les sondages. Alors, ce webinaire m'a donné essentiellement les bases du sketchnoting. Ben, c'était l'objectif. Tu as déclenché l'envie d'aller plus loin aussi chez 17 participants, l'envie d'appliquer la technique en classe avec 16 participants, des idées pour synthétiser mes idées autrement. Peut-être pas beaucoup de confiance en soi parce que c'est vrai que ça, c'était un petit moment d'1 heure et demie. On vous invite vraiment à venir suivre les formations de 2 jours chez nous hein, parce que là, tu as le temps de vraiment donner confiance en la technique. Je sais pas si tu veux réagir. À- Je, moi, c'est la partie où je suis un peu frustrée aussi, c'est de ne pas pouvoir voir les gens qui sont derrière leur écran et ne pas pouvoir Ouais. leur donner des petits conseils, voilà, et prendre des cas concrets, parce que c'est vrai que quand on fait la formation, souvent le dernier jour, on met en sketchnote le contenu de l'un ou l'autre enseignant qui est présent dans la classe. Parfois, on travaille sur 2 ou 3 sujets différents. On a sketchnoté comme ça des sujets comme la démocratie, enfin des choses vraiment sympas. Et je pense que quand on voit son contenu qui prend vie sous forme de sketchnote, ça donne vraiment confiance dans le fait de se dire, bah oui, en fait, si on est capable de le faire pour la démocratie ici en classe à 3 ou à 4, pourquoi est-ce que moi je n'y arriverai pas en faisant les fractions ou en faisant l'imparfait ou voilà. Toute matière différente. Voilà. J'aimerais une suite à ce webinaire, développer davantage la technique. Alors, n'hésitez pas à retourner vers la FOSEF parce que je pense que pour eux, c'était la première expérience de formation à distance. N'hésitez pas à les recontacter en leur disant on aimerait bien une suite et comme ça, on l'organisera rien que pour vous. Autrement, nous allons lancer un 2e cycle de webinaires normalement en décembre ou janvier et certainement qu'il y aura une suite à tes webinaires que tu viens de donner qui étaient chaque fois une initiation. On essaiera certainement d'aller plus loin. Quoi. Dernière question en lien. Oui, quel lien pour la formation TBI tablette, je vous les renverrai. Ils sont dans le catalogue FOSEF. N'hésitez pas à les voir, mais je vous les renverrai par mail aussi en conclusion. N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations si ça nous fait toujours plaisir. On les partage sur la page Facebook de l'EduLab. Et voilà, je vous remercie. On a respecté le timing, 8h01. Je te remercie encore, Paul, parce qu'on a passé un bon moment. Merci à Laurent, merci à tous les participants. J'espère que en soirée, ça a été un moment agréable pour vous. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de souper, un bon souper. Et à bientôt, j'espère. Et n'hésitez pas à revenir sur la page pour avoir le replay. Voilà. Merci, Paul. À bientôt. Merci. À Au bientôt à revoir. tous. Hein. Bon appétit à tous aussi et au revoir.